Du coup, voilà, après avoir revu un peu des bases agronomiques, on va rentrer à nouveau dans une phase de design. Donc ce matin, on va d'abord voir un peu les principes généraux de l'agroforesterie fruitière et légumière pour voir après comment est-ce qu'on a appliqué et quel choix on a fait ici à Canlao, dans le système Canlao. On pourra aussi essayer de créer des liens avec ce qu'on a vu chez Frédéric l'autre jour. Donc voilà, donc ça c'est juste un peu une synthèse des différents aspects qu'on doit prendre en compte. D'abord, il y a les aspects généraux. Donc c'est tout ce qui est le choix des espèces, des variétés et des porte-greffes. Par rapport à ça, pour tous ceux qui ne savent pas encore trop ce que c'est qu'un porte-greffe et tous ces aspects-là, on les verra cet après-midi lorsqu'on refera un peu une synthèse d'arboriculture. Donc, et en fonction de ces choix-là, en gros de qu'est-ce qu'on veut cultiver, tant au niveau des variétés maraîchères et comme fruitières, on peut choisir, faire d'autres choix par rapport aux distances, donc entre les arbres, entre les haies d'arbres, entre les cultures, voilà, comment on positionne les choses les unes par rapport aux autres. L'orientation, ça aussi on en avait parlé. Alors là, on est toujours un peu dans l'hypothèse où on va faire des sortes de haies fruitières, voilà, entre lesquelles on va intercaler des cultures légumières. Je crois que ça, on en avait parlé aussi. Comme nos cultures légumières, elles ont besoin de soleil, la plupart de celles qu'on cultive. Il y en a très peu qu'on peut faire vraiment dans une forêt, comme pourrait l'être un modèle de jardin-forêt. On en reparlera avec Laurent qui a lancé un débat là-dessus par mail. Mais en tout cas, voilà, ce qui se fait en France aujourd'hui, c'est essentiellement ça. D'où la question de l'orientation de ces haies fruitières voilà, par rapport à l'axe nord-sud. Vous vous rappelez, par exemple, chez Fred, comment c'était ? Ouais, c'était est-ouest. Et à votre avis, du coup, quels vont être les critères qui vont faire choisir l'orientation de ces haies ? Donc, ouais, dans le cas de Fred, effectivement, c'est la pente. Lui, en fait, il a suivi les courbes de niveau. Ouais, il a suivi les courbes de niveau et donc c'est pour ça qu'il l'a fait est-ouest. Nous, ici, on a choisi plutôt une orientation nord-sud. Et alors, quel pourrait être le critère ? Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'ensoleillement lorsqu'on a une haie orientée nord-sud ? On a du soleil à un moment de la journée au moins. C'est ça. En fait, c'est pour vraiment optimiser l'exposition de la parcelle de légumes par rapport au soleil. Donc, on a du soleil. Il y a une partie qui va avoir un petit peu d'ombre le matin, puis du soleil l'après-midi. Et à l'inverse, celle qui va être bien exposée le matin, elle va avoir un petit peu d'ombre l'après-midi. C'est une façon d'avoir en fait chercher une homogénéité au niveau de l'exposition de la parcelle légumière. Après, on peut aussi choisir le contraire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Fred, lui, il disait que lui, il voyait un intérêt à avoir une bande plus ombragée. Donc lui, vous vous rappelez, lui, c'est le contraire, c'est est-ouest. Donc on a le sud ici. Donc effectivement, il y a toute une partie ici qui va être beaucoup plus ombragée. Et donc lui, il y voyait un intérêt. Voilà, parce qu'il est dans une région assez sèche et comme ça, besoin de moins irriguer. Donc ça, c'est à voir en fait. Aussi en fonction du coup de votre sol, en fonction de votre climat, voir comment on oriente ça. Et lui, c'était aussi vachement par rapport au fluide de nutriments. Oui. Les civages. Voilà. Ouais, lui clairement, il a suivi les courbes de niveau pour éviter qu'il y ait une pente et du coup qu'il y ait du lessivage et des fuites de nutriments. Tout à fait. Cet aspect va aussi lié à fait de si vous travaillez ou pas votre sol. Comme il est dans un système de travail du sol, même si c'est un travail superficiel avec traction animale, mais comme il disait, toujours il y a un mouvement de la terre, de le haut vers le bas. Parce que simplement pour le fait de passer avec les outils, donc tu passes avec un outil, même si c'est un outil à griffe, la terre a tendance toujours d'aller à faveur de la gravité quand tu passes à la bouger les potes, donc on met toujours du même côté. Donc, du coup, à plusieurs passages, toujours la tendance de la terre c'est d'aller vers le bas. Si vous êtes dans des systèmes de non-labour du sol, vous pouvez dire donc je n'aurai pas de ce souci et je peux travailler vraiment dans l'axe de la pente. En tant que ma pente ne dépasse pas une certaine inclinaison. À partir de certaines inclinaisons, on est presque obligé ou à faire des terrassements ou à créer des structures comme ça qui font des barrières
à toute la lisiviation qu'il y aura à donner la pente qui est très forte. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais plus, il y avait quelqu'un dans les attentes qui avait parlé de comment gérer la pente. C'était toi ou je ne sais plus qui. Il y avait la gestion de la pente dans un design permacole. Ouais, c'était toi, ouais. Donc là, effectivement, le critère travail du sol ou non travail du sol, ça joue beaucoup. Lorsqu'on ne travaille pas le sol et qu'on a un sol toujours couvert, on a beaucoup moins ce phénomène de lessivage et de fuite des nutriments. Mais ce qui est intéressant aussi dans le cas de Fred, c'est qu'il est parti d'un terrain en pente, il a planté ses haies fruitières et en fait, ça a formé des terrasses naturellement. Parce qu'au final, voilà, à force de travailler le sol, donc un travail assez superficiel en traction animale, mais quand même un travail, au final, il y a ces nutriments, enfin, en tout cas cette terre, même cette partie superficielle du sol qui part, qui est arrêtée par la haie fruitière. Et donc, si vous regardez aujourd'hui, ça forme des espèces de terrasses assez légères, naturelles. Donc, ça peut avoir un intérêt aussi par rapport à ça. Les autres choix qu'il faut faire, c'est en fonction du mode de conduite et de l'irrigation. Donc déjà, est-ce qu'on a ou pas un système d'irrigation et comment on va positionner les arbres par rapport à ça. Ça, c'est aussi lié au choix des porte-greffes. Si l'on choisit des porte-greffes nanifiants, bon, peut-être c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un porte-greffe ? Ouais. Bon, on en reparlera cet après-midi. Porte-greffes nanifiants, ça parle à tout le monde aussi ? Ouais. Des porte-greffes nanifiants, ce sont en général des porte-greffes qui sont issus de boutures. Tu sais ce que c'est une bouture ? Ouais, c'est un bâton qu'on a mis dans le sol et qui a refait des racines, mais donc qui a un système racinaire très superficiel et beaucoup moins développé qu'un arbre franc, un arbre issu d'un pépin qui fait toutes ses racines comme la nature l'a prévu. Et du coup, ça fait des porte-greffes qui font des arbres qui vont produire beaucoup plus tôt, mais qui sont beaucoup plus fragiles, qui sont moins rustiques. Et du coup, qui vont nécessiter d'un mode de conduite particulier et aussi qui vont avoir besoin d'une irrigation au moins pendant tout l'été. Donc ça aussi, voilà, on va... Voilà, l'organisation du système va dépendre de ça aussi. Si on a de l'irrigation sur une certaine partie de la parcelle, et pas d'autres, voilà, ça va déterminer aussi le choix des porte-greffes et aussi organiser les choses de façon à ce que l'irrigation soit facile. Si on a une ligne de goutte à goutte, on va mettre les choses sur cette ligne-là et pas disperser d'une autre manière. Donc ça va demander plus d'attention, d'entretien. Les porte-greffes nanifiants, oui. En fait, c'est presque comme des légumes. C'est presque comme un légume. Mon collègue s'appelle Laurent Wells, peut-être vous avez entendu parler. Il a mis beaucoup de nanifiants entre ce système d'agroforesterie avec légumes, parce que pour lui, c'est un arbre que tu peux gérer comme un légume. Donc, du coup, ça ne change pas tellement les métiers. Là, c'est un arbre que tu dois entretenir à niveau d'arrosage, fertilisation, paillage. La taille de l'arbre est très petite. Vraiment, dans les pommiers, ça ne peut pas dépasser les 2,50 m. Ouais. Et comme c'est des arbres très petits, et lui par exemple, chez Laurent Welch, il les conduit en espalier, c'est vraiment en ligne, il a fait toute une structure de bois et de fil de fer pour conduire les arbres dessus, et comme ça aussi minimiser l'impact de l'ombre sur les cultures. Et donc avec ce mode de conduite-là, il peut resserrer davantage les rangs de haies fruitières par rapport à s'il avait un système de port libre comme ce qu'on a vu chez Fred. Donc voilà. Rapidement, on voit que déjà, il y a toute une série de choix qui vont faire qu'en fonction de ça, on va organiser notre système de façon très différente. Il n'y a pas une seule manière. Donc voilà, pour le moment, on le laisse là et après, on reviendra dessus quand on parlera de ce qu'on a fait ici à Canlao. Ensuite, grosso modo, l'agroforesterie fruitière et légumière, quels sont les principaux avantages et les principaux inconvénients ? Bon, au niveau des avantages, le premier, c'est augmentation de la biodiversité. Ça, je me rappelle qu'on en avait parlé aussi chez Fred. Voilà, il y a toute la faune auxiliaire qui va être hébergée lors de ces haies fruitières. Quand on parle de haies fruitières aussi, là sur le schéma, c'est très simple, c'est juste des arbres, mais vous vous rappelez, chez Fred, il y avait une beaucoup plus grande complexité. Qu'est-ce qu'il y avait entre les arbres ? Des cassissiers, des framboisiers. Voilà, il y avait tous les petits fruits, des arbustes. Il y avait la vigne, effectivement, qui grimpait sur les fruitiers ou qui avait des structures propres.
Il peut aussi y avoir des fleurs. Lui, il avait aussi des plantes ornementales, entre guillemets, mais très, très mellifères. On peut... Ouais. Des aromatiques, enfin des plantes pérennes en général, voilà, des artichauts. Donc tout ceci, c'est ça aussi qui va favoriser la biodiversité et donc la présence de faune auxiliaire sur nos parcelles légumières. Autre chose dont on vient de parler, l'aspect coupe-vent. Fred, il a vraiment insisté que c'était un des aspects qu'il lui, il avait le plus recherché, où il observait le plus de bénéfices chez lui, vu qu'il est situé sur une crête. Donc, coupe-vent et puis un certain ombrage, donc qui crée des microclimats et qui permet la diminution de la consommation d'eau sur la parcelle. Alors, en sachant que ça, c'est à mettre après en lien avec la concurrence racinaire dont on parlera après. Donc, au final, l'effet global n'est pas toujours très évident. Mais bon, il y a cet effet-là de microclimat qui peut jouer sur les quantités d'eau et d'irrigation. Il y a le coupe-vent, mais il y a aussi l'aspect que ça peut faire des poches où le gel, ça filtre moins. Enfin, c'est aussi Ouais. chaleur, niveau thermique. Ça, voilà, au niveau du microclimat, effectivement, ça peut aussi protéger du gel. Et avoir moins d'amplitude thermique. Ouais, t'as dit quelque chose. Et ça peut les favoriser aussi. Parce que Si ça tu es bloque. tu es dans une pente, dans les pentes, les poches d'air froid restent là, dans les sommets et dans les fonds vallées. Du coup, toute la partie des pentes est assez bien protégée. Mais qu'est-ce qui se passe si tu mets une barrière Si c'est vraiment une barrière étanche. assez costaud là, et tu vas avoir une poche d'air froid là. Ouais. Donc ça dépend. Vraiment, ça dépend de tous les contextes topographiques autour de la plantation. Pour l'anecdote et l'exemple pratique, nous, c'est ce qu'on a ici sur notre parcelle. Vous voyez la haie de laurier qui fait la bordure du terrain, là. C'est une haie vraiment costaud, voilà, qui est quasiment étanche, soit quasiment imperméable, et on observe vraiment cet effet de poche d'air froid. Voilà, on le voit, quoi. On l'a pas s'il fait plus chaud de l'autre côté. Donc, pardon ? Ouais. On cherchait là les trucs, être caché. Mais du coup, il y a des choses qu'on peut faire. Une haie fruitière, elle n'est pas forcément imperméable, quoi, pas forcément étanche. Elle l'est même plutôt rarement, en fait. Tu peux l'ouvrir, tu peux le lever. Si tu as plein de trous par là, qui font vraiment que l'air a du mal à circuler, tu peux simplement enlever ces parties-là et laisser des troncs, des hautes tiges. Au mi-tige, ça ne va pas t'empêcher que l'air circule. Les arbres caducs et puis... Voilà, et les arbres caducs, déjà, ça aide beaucoup sur les troncs pérennes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des considérations à prendre en compte en général lorsqu'on conçoit une haie, qu'elle soit fruitière ou non. Mais bon, je pense qu'en règle générale, une haie fruitière, c'est très très rare qu'elle soit étanche ou imperméable. À moins que ça se fasse un peu comme d'ailleurs, comme on a vu chez Fred, où en fait, au lieu d'être une haie sur un rang, on a 2 rangs et beaucoup de choses au milieu. Et au final, là, on peut avoir un certain effet de masse. Autre aspect à prendre en compte, un avantage potentiel de ces systèmes d'agroforesterie, au niveau de la fertilité, on a tout ce qui est création de biomasse. Alors là, on va commencer là-dessus, à votre avis? Ouais. La chute des feuilles, des fruits pourris, etc. Brindilles. Les fils d'oiseaux qui viennent se percher. Ouais, tout l'effet en fait qui est lié avec cette venue de faune auxiliaire dans cette haie. Effectivement, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, mais le renouvellement des radicelles. Vous vous rappelez, un arbre, il a à peu près je crois que c'est la moitié du volume de ses racines, les radicelles. Bon, en tout cas, une grosse partie qui tous les ans meurt et se décompose. Donc c'est aussi un apport au niveau du sol. Ça crée de la porosité aussi. Et ça, c'est un des objectifs qu'en fonction de ton porte horaire sera très, très important et très cherché. D'avoir vraiment une pompe à nutriments, un système racinaire qui est capable d'explorer le sol, là où personne n'arrive, et d'amener une autre fois en surface des nutriments qui faisaient longtemps qui étaient hors portée de tous les petits systèmes racinaires des plantes. Donc on pense particulièrement à tous les nutriments très, très solubles
qui ont tendance à être lixiviés, c'est ça le mot, enfin bref, qui vont profondément dans le sol très très vite. Effectivement, c'est une façon de ne pas les perdre. Et ça d'ailleurs, c'est pas que les arbres, on peut aussi avoir des plantes, on parlait de la consoude, ou enfin, d'autres plantes qui ont comme ça des racines pivots qui vont en profondeur et qui permettent d'avoir cet effet et de nouveau de rendre disponibles ces nutriments par leurs feuilles. Par rapport à ça, par rapport à la création de biomasse, il y a aussi tout ce qui est lié à la taille, en fonction de si on taille ces arbres ou pas. Ça peut aussi être vraiment une création de matière organique assez importante. Ça, on le verra en détail quand on parlera des engrais verts, après-demain, sur les engrais verts pérennes. Ça veut dire l'utilisation d'arbres surtout pour la création de biomasse. Cette taille vraiment, sera très forte chaque année et ça fera des volumes importants pour amener dans le système. En sachant qu'en plus, lorsqu'on taille... Rappelez-vous que là, on est en train de parler des arbres et dans votre esprit, je pense, de tout le monde, il y a des fruitières. Ce n'est pas nécessairement le cas. Tu peux planter des arbres avec une utilité autre que fruitière. Imaginons que tu veux faire de l'osier en diversification tu veux faire de la truffe. Ou tu veux faire simplement des bois d'aubre, avoir des perches, des châtaigniers, ou je ne sais pas quoi. Pensez pas tout le temps fruitière. Voilà, pas que des fruitiers. On a connu quelqu'un qui a repris une plantation de peupliers, des noyers. Et du coup, il a éclairci parce que tout le système d'agroforesterie, la logique de base, c'est faire une très basse densité d'arbres. C'est pas cultivé dans la forêt. Voilà, pour pouvoir travailler dans l'enterrement des arbres. Donc lui, il a récupéré une plantation de noyers déjà sur place. Donc, du coup, il a éclairci 2 sur 3, une chose comme ça. Du coup, il a réduit beaucoup la densité, il a commencé à planter dedans. Donc, il a des légumes avec des noyers. Mais des noyers qui ne sont pas pour les fruits, c'est pour les bois. C'est un bois de qualité, chercher, il va les vendre dans 20 années. Donc, voilà, essayez d'amplier au maximum les... Quand on parle d'arbres et des systèmes de légumes, ne pensez pas aux fruitiers avec des légumes nécessairement. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, Fred, il a planté des arbres, des légumineuses. Je crois que c'était acacia ou voilà aussi dans cet objectif-là en fait, d'augmentation de la fertilité de la parcelle, même si ça ne produit pas des fruits. D'autant plus que lorsqu'on taille un arbre, il faut toujours penser qu'il y a l'équivalent de ce qu'on coupe en termes de système racinaire aussi qui meurt et se décompose. Donc en fonction du moment de la taille. En fonction du moment de la taille. Donc c'est double apportation de biomasse. Ouais. Après, il y a cette question-là, la question de la fixation de l'azote, donc notamment par rapport aux arbres légumineux. C'est une question complexe, c'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation. Je pense que c'est des questions sur lesquelles il y a encore beaucoup de recherches qui se fait pour savoir dans quelle mesure est-ce que nos cultures légumières bénéficient réellement des légumineuses pérennes qui peuvent être dans l'enterrement. Bon, potentiellement. La recherche... Ouais. Les recherches acceptent que cette apportation sera en tant que les arbres sont coupés régulièrement pour créer cette mort des tissus racinaires et des nodules et pouvoir apporter en vert de la matière créée pour l'arbre dans l'espace de culture. Ça veut dire en vert, ça veut dire avec la feuille, pas en hibernation, pas à taille d'hiver. C'est ça. Et donc ce qui sous-entend aussi que s'il n'y a pas de taille, il n'y a pas d'apportation en azote, parce que cet azote-là, il est utilisé par la propre plante, quoi. Donc voilà, donc on en revient toujours aussi avec les modes de conduite et comment est-ce qu'on gère ces arbres ou les cultures d'interrang. Et enfin, dernier avantage de ces systèmes-là, c'est augmenter la diversité des produits commercialisables. Donc ça aussi, Fred, il en parlait très clairement. Ça lui permet, lui, en plus des légumes, d'avoir à proposer des confitures, des jus de fruits ou des fruits directement. Ce qu'on mettra aussi en lien avec un autre aspect, mais du côté des inconvénients. Il faut pouvoir gérer cette diversité. Rappelez-vous, c'est un des grands thèmes. La diversité, c'est chouette, mais voilà, c'est aussi synonyme de complexité et de plus de travail de gestion. Donc du coup, les inconvénients, augmentation du travail. L'agroforesterie fruitière et maraîchère, ça demande de nombreuses compétences. Déjà, faut bien penser qu'un système maraîcher diversifié,
c'est parmi les systèmes agricoles les plus complexes qu'il y a à gérer par rapport à une activité d'élevage ou une activité céréalière. Ou voilà. On a déjà un très grand nombre de cultures, un calendrier, on verra ça mercredi, un calendrier complexe, on doit intégrer plein de facteurs. Donc lorsqu'on ajoute en plus des cultures fruitières, elles aussi diversifiées, voilà, ça demande vraiment beaucoup de compétences et de connaissances et d'organisation. D'autant plus qu'on peut avoir une coïncidence au niveau des pics de travail, en particulier les récoltes. Genre les petits fruits. Voilà, beaucoup de récoltes à faire au mois de juin, au moment où on est à fond encore dans les plantations, dans le jardin, quoi. Même Donc, avant, pour certains petits fruits. ouais, oui, s'il y a des fraises ou des... Bon, bref. Donc voilà, bien réfléchir à ça pour ne pas se retrouver avec le problème auquel sont confrontés beaucoup des maraîchers qui intègrent des cultures fruitières, c'est-à-dire que les fruits... Bon, après, il peut y avoir d'autres avantages, hein, ça fait de la création de la biomasse et ça attire encore plus la faune auxiliaire. Mais au niveau de la diversité de produits commercialisables, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà, prendre ça en compte. Ensuite, il y a toute la question de la concurrence racinaire et particulièrement de la pression sur les ressources hydriques. Et ça, particulièrement lorsqu'on a des cultures maraîchères irriguées. Rappelez-vous, les racines de l'arbre, elles peuvent aller en profondeur, mais s'il a toujours de l'eau en surface ici, ben voilà, il est comme nous, il est comme tout le monde, il va aller là où c'est le plus facile. Donc ça, on en avait parlé aussi chez Fred. Il y a différentes choses qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Il y a les techniques, comment ça s'appelle déjà, le cernage, voilà, pour à un certain moment de l'année essayer de couper ces racines superficielles en fait, pour un peu forcer l'arbre à aller chercher l'eau et les nutriments en profondeur. Il n'y a pas encore non plus beaucoup de recul là-dessus. Ce dont on parlait la dernière fois, c'est qu'en tout cas, on sait que si on le fait mal, on peut tuer les fruitiers. Si on le fait trop souvent ou... À un moment où voilà. l'arbre est déjà très établi, il faut le faire depuis la plantation. C'est ça. Il faut éduquer un peu les racines. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Au-delà de la création de cette coupe artificielle avec un outil, que tu passes avec un tracteur pour couper toutes ces racines qui vont vers l'espace culture, tu peux aussi, dès le début, faire des plantations, des racines profondes qui vont faire une sorte de barrière racinaire, voire la luzerne, voire la consoude, voire céréales d'hiver, qui vont couper l'espace racinaire juste qui fait la barrière entre l'espace culture et l'espace arbre, pour que ces arbres soient amenés à explorer les couches plus profondes, que c'est sa fonction. Biologiquement, un arbre est préparé, en fonction notre foi de ça, et en principe, sont préparés pour aller explorer vraiment en profondeur. Le problème, c'est qu'à jour d'aujourd'hui, toute la domestication des fruitiers, surtout qu'on a fait, on les a fait en détriment de la puissance de vigueur de porte-greffe, parce qu'on entretient ces systèmes avec de l'eau et avec des nutriments sur perfusion presque tout le temps. Donc du coup, le système racinaire s'étale très peu. Du coup, tu as un arbre qui est très dépendant à la fin. Ça, on en parlera beaucoup après les promenades, de comprendre quelle différence il y a entre un arbre franc se met sur place, un arbre franc qui a passé par pépinière, un arbre qui jamais a été irrigué, que c'est pas la même chose qu'arrosé, etc. En tout cas, là aussi, on peut se rappeler, chez Fred, lui, il disait qu'il regrettait d'avoir planté des arbres francs. Si vous vous rappelez, il y en avait plusieurs, parce qu'au niveau de la concurrence racinaire, d'ailleurs, on le voyait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la ligne de haricots verts, voilà, tout le périmètre de l'arbre franc, voilà, les haricots, ils étaient beaucoup moins vigoureux. Donc là, on pouvait vraiment observer la concurrence racinaire. Ici, on pourra aussi l'observer si la pluie nous laisse le loisir de se promener. Mais il y a certains arbres qui ont des systèmes racinaires plus superficiels que d'autres. Je pense notamment au pêcher. Là, c'est pareil. On peut vraiment observer aux alentours du pêcher une baisse de productivité des cultures légumières. Grosso modo, si vous voulez une règle, c'est si vous ne pouvez pas gérer cette chose-là, c'est mieux que votre arbre ait un système racinaire petit. Donc déjà, travailler sur des porte-greffes qui sont moins vigoureux, sauf que dans ces cas, l'arbre devra être traité comme un légume. Donc vous ne pouvez pas
l'émanciper jusqu'à certains points Voilà. de vos soins et de votre entretien. Donc ce qui suppose aussi une charge de travail supplémentaire pour prendre soin de ces arbres-là. Mais en même temps, c'est intéressant parce que j'avais lu ça aussi au niveau des luzernes qu'on souhaite implanter le long des haies. Parce que ça fait aussi de la biomasse qu'on peut récupérer pour nos zones de culture maraîchère, par exemple. Ouais. Vraiment. Oui, c'est tout à fait. Mais bon, c'est un travail de conception au début, au Ouais. départ. Vraiment de penser, d'accord, je vais mettre là un franc qui va être un franc qui vient des pépinières, du coup, avec des caractéristiques particulières, les pivots ont été cassés, tout ça. Donc, ce sont des arbres qui vont avoir tendance à aller chercher plus en surface parce qu'ils vont couper la jambe, entre guillemets. Donc, même si plus tard on peut sortir des pivots secondaires, hein, mais bon. Donc, je vais essayer déjà de début mettre en place des choses comme ça pour essayer d'aller, même si on a vu, il y a des photos très intéressantes sur ça, que certains ont la capacité de faire ça. Donc, bon, à voir. Mais là, c'est vraiment sur un recul, on est en train de parler de pas mal d'années. Et après, voilà. C'est pas un nanifiant qui fera ça. Non. C'est pas un magnifique, c'est un franc. Mais après, il y a aussi toujours cette question de la complexité. Cette idée, elle paraît super bonne. Et la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, oui, c'est évident, c'est génial. Quand tu mets des céréales, là, c'est sûr, l'arbre, il est obligé d'aller en profondeur. Ouais, mais alors, donc, du coup, tu parles de culture légumière, de fruitiers et de céréales. Voilà, donc il faut réussir à gérer tout ça, quoi. Donc, Tu peux mettre la console, ça demandera moins d'entretien, ou luzerne aussi moins que céréales, parce que ça va rester plusieurs années. Mais en tout cas, il y a tout ça à prévoir au départ. Ça peut être associé à la chose. ouais. On parle de concurrence raffinable, mais finalement la concurrence au niveau de la captation de l'énergie solaire, même si on a des très grands francs, elle rentre dans le schéma ou pas Carrément. En fonction de Au niveau de l'ombre. Surtout en fonction de l'ombre, quelle sera ton orientation, quelle sera la canopée finale que tu vas avoir, la structure de l'arbre final, il faut les projeter aussi dans l'avenir. Ça va nous déterminer la distance entre arbres déjà. Et la taille de formation que vous voulez donner à l'arbre, ça on parlera, qu'est-ce que c'est la taille de formation et tout ça. Tu vas avoir un arbre qui est une grosse boule, tu vas avoir un arbre qui est une sorte de cheminée avec des branches fruitières à côté. Donc ça, à la fin, jouera beaucoup sur cette concurrence lumière que tu dis. Et les plantes que j'ai aussi, parce que je suis spécialisé à la rhubarbe, sera très différent. Si moi j'ai la rhubarbe ici, ou si j'ai la tomate, la patate. Ouais. Il y a des cultures qui peuvent être bénéficiées par cette ombre portée. Après aussi, quelque chose que vous pouvez prendre en compte dans votre design, c'est une évolution dans le temps. La largeur de la parcelle maraîchère, elle peut être comme ça la première année et puis diminuer en fonction des années et des variétés et de l'ombre portée. Enfin, surtout du mode de conduite, du mode de taille et du coup de l'ombre portée. Il faut compter que dans des cultures d'agroforesterie avec des céréales, c'est planifié en sachant qu'il y aura un moment à X années de plantation d'arbres où les cultures perdent à niveau de rendement tellement qu'ils perdent l'intérêt. Donc à la fin, les gens qui font de l'agroforesterie céréalier, c'est que les dernières années ne vont pas faire des cultures. Attends quelques années de plus pour finir de couper les arbres et repartir sur un système nouveau. Mais il y a un moment où ça se ferme trop. Tu peux enlever aussi certains arbres pour éclaircir à sur à mesure et vendre certains pieds, même s'ils ne sont pas au maximum de son développement, pour essayer de rallonger cette fenêtre d'opportunité de culture dans l'enterrant. Mais c'est compris dans les contrats, tu sais. À la fin, avant quelques années, tu vas arrêter de faire des cultures. Enfin, ça dépend aussi de comment tu as conçu ton truc dès le départ. Mais ce qui est sûr, c'est que les rendements de tes cultures céréalières ou légumières, ils ne sont pas linéaires dans le temps, quoi. En fonction du développement des arbres, il y a un moment où ça va descendre. Donc après, si c'est contrebalancé par les rendements que tu obtiens de tes cultures arboricoles ou fruitières, ça va. Mais voilà, il faut le prendre en compte. Ensuite, autre inconvénient, c'est la gestion et tout ce qui est l'entretien des interrants et la gestion de la diversité. Gestion de l'enherbement, voilà. Encore plus si on a un système complexe, avec, on imagine, avec nos aromatiques et des artichauts et des petits fruits, etc. Voilà. Après, comment est-ce qu'on entretient tout ça pour pas
Et surtout penser, parce que c'est très chouette, on les voit dans les dessins souvent, de allez, on va mettre plein de petits fruits par là, par-ci. Pensez que cet arbre doit avoir une accessibilité. Il faut pouvoir mettre ponctuellement une échelle par là, si tu veux ramasser pas par terre tout le temps. Si tu veux ramasser par terre, il faut que le terre plus ou moins soit accessible, sans te mettre dans les yeux pour la branche des plein de trous que tu as autour. Donc, il faut compter que si vraiment l'utilité c'est la production de l'arbre, il faut savoir où on met le paquet. Si moi, je suis plus intéressé dans les petits fruits et l'arbre c'est vraiment secondaire, peut-être l'arbre même pas doit être un fruitier. Mais si c'est un fruitier, je vais faire des petits fruits, et je vais faire des fraises au pied des petits fruits, et je vais avoir de la vigne qui monte. Là, vous commencez à avoir un système qui écologiquement peut être très bien, mais agronomiquement et pour toute la partie gestion humaine, ça peut devenir très compliqué. Si vous êtes dans un système de production d'autosuffisance, c'est cool. Parce que là, vous avez créé votre forêt comestible de récolte. Mais si vous avez une utilité commerciale derrière, là c'est vraiment cool. Parce que là, il y a le facteur temps passé à la gestion de ça et à la récolte qui va être dans l'équation de si le système est rentable ou pas. Donc c'est aussi une question d'échelle et de surface. Voilà, c'est toute la problématique dont on a parlé chez Fred l'autre jour, quoi. Avec une certaine surface et ça devient vraiment compliqué à gérer, en tout cas par une seule personne. Donc à mettre en lien aussi avec le capital humain disponible. Bon voilà, en gros, l'inconvénient, augmentation de la complexité. Et après, il y a tout ce qui est lié avec les cultures fruitières, que ce soit petits fruits ou même, voilà, on parlait des pêches, pommes, poires, etc. Bah, si vraiment on veut en tirer un bénéfice commercial, il faut aussi prévoir toute la complexité au niveau du stockage, de la conservation et de la commercialisation de ces produits. Donc c'est non seulement du temps de travail, mais ça demande aussi des infrastructures voilà, et une logistique pour vraiment pouvoir en tirer un bénéfice, quoi. Donc à prendre en compte aussi. Et ça c'est surtout dans les fruits a beaucoup d'importance parce qu'il y a des fenêtres d'opportunité pour pas mal de fruits, des commercialisations très très courtes. Des fruits comme la cerise, les pêches, les abricots. Ces fruits que tu as des jours, même pas une semaine. Les petits fruits, on ne parle pas, tu as des heures. Donc voilà, bien réfléchir à ça et dire bon, faire quoi avec tout ça dans l'avenir. Parce qu'on ne se fait pas l'idée, c'est difficile de se faire l'idée quand on commence à mettre 6 péchés dans un système comme ça. Et même si en plus on n'a fait pas un bon choix de variétés et les trucs ne sont pas échelonnés, et tu te trouves les mois de juillet, juin, avec des précoces là qui bientôt d'un seul coup. Position des précoces, vous avez la fenêtre de dans le marché, il y a très peu et peut-être vous arrivez à les commercialiser bien. Mais si vous avez pêche août, septembre, quand tout le monde a des pêches, là peut être un peu plus compliqué. De gérer tout ça d'un seul coup et chaque jour vous sortez 20 kilos, 30 kilos. Et en plus, tout ça, vous êtes un pic de production de légumes, bien sûr. Donc tout ça, c'est en mettre en lien avec le design global. Je me rappelle aussi là, une problématique qui était évoquée par Fred. Fred, pendant longtemps, il a eu un système électrique comme le nôtre. Il avait juste un petit panneau, une petite batterie. Donc ça veut dire que tu ne penses même pas à un congélateur. Et donc du coup, au niveau de la gestion des petits fruits, c'est vraiment une grosse complication supplémentaire. Quand tu dois récolter tous les 2-3 jours un petit fruit qui ne se conserve pas plus de 2-3 jours, est-ce que tu peux faire de la transfo en permanence ? Donc voilà, c'est à prendre en compte. Est-ce que le congélateur, il peut avoir son intérêt dans ce cas-là. Mais du coup, voilà, prendre en compte dans le design global du projet. Donc voilà, est-ce que je fais plutôt des variétés à transfo, variétés à couteau, à croquer, tu vois, des trucs de fruits qu'on doit ramasser en pec, ou je vais faire des trucs où, des variétés que ça se conserve très bien, des pommes par exemple, il y a des pommes de garde, des poires de garde, et c'est concentré sur ça seulement, et avoir un pommier, pour une famille, un pommier, largement suffit pour une variété plus à couteau. Donc voilà, tout ça c'est les aspects de la conception du design. Là c'est la magie de bien créer votre système. Avoir en tête tout ça et pas se dire je vais mettre des fruitiers entre les légumes. Ça ne veut rien dire en fait ça. Il y a tellement de diversité, tellement de variétés, tellement de choix de porte-greffes.
et donnera des systèmes avec une gestion et avec une complexification complètement différente. Toute la problématique aussi, c'est vraiment de trouver l'équilibre au final, entre deux principes de permaculture, quoi. Entre cette augmentation de la diversité et tout ce qu'elle nous apporte au niveau agronomique, au niveau personnel, esthétique et tout ce que vous voulez, et en même temps le principe d'effort minimum, rendement maximum. Voilà. Donc vraiment bien penser et réfléchir tous ces facteurs pour trouver un bon équilibre entre ces deux aspects, quoi.